J'avais seulement 18 ans, quand mon patron m'a brisé le fémur lors d'une de ses agressions, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fracture douloureuse serait le début de ma revanche. Bonjour, mes chers, je m'appelle Dorothée Rousseau, mais tout le monde m'appelle Mamie Dorothée. J'ai 71 ans, née en 1953 à Nantes, Loire-Atlantique, France. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant plus de 50 ans, une histoire que je n'ai jamais racontée, même à mes propres enfants. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez mon histoire et combien d'enfants ou de petits-enfants vous avez. Ça me rendrait tellement heureuse. Tout commençait en 1971. Je venais d'avoir 18 ans et j'avais besoin de travailler pour aider à la maison. Mon père, André Rousseau, était mort l'année précédente dans un accident de chantier et ma mère, Suzanne Rousseau, restait seule avec moi. Et mes 3 jeunes frères et sœurs, Claire, Luc et Marie. Les aides sociales que nous recevions couvraient à peine le loyer de notre petite maison dans le quartier au pavé Saint-Félix. Dorothée, tu es l'aînée, disait ma mère, retenant ses larmes. J'ai besoin que tu m'aides à soutenir cette famille. Je comprenais à 18 ans, je savais déjà que la vie n'était pas facile pour ceux qui étaient pauvres. Je frappais de porte en porte à la recherche d'un travail dans les magasins du centre-ville. On me disait toujours que j'avais besoin d'expérience dans les maisons familiales. Ils voulaient quelqu'un de plus âgé, plus fiable. J'étais presque prête à abandonner quand une voisine me parlait de Textile Valérie. Ils embauchent des jeunes filles là-bas, disait-elle. C'est un travail dur, mais ils paient à temps chaque mois. Textile Valérie était situé dans le quartier industriel, un grand bâtiment gris, qui fabriquait des tissus pour la région. Je me souviens encore de la forte odeur de teinture et de colle qui venait de là, une odeur qui collait aux vêtements et aux cheveux de quiconque y travaillait. J'arrivais là-bas un lundi matin de mars 1971. J'étais nerveuse, portant ma plus belle robe, une bleue marine, que ma mère avait cousue pour moi à la réception. Un homme bourru me disait d'attendre. « Monsieur Valéry va vous recevoir maintenant », disait-il après 1 heure. Monsieur Raymond Valéry était le propriétaire de l'usine, un homme d'environ 45 ans, grand, avec des cheveux noirs, toujours lissés, avec de la brillantine. Il portait un costume, même dans la chaleur de mars, et avait une manière de parler qui donnait l'impression qu'il faisait une faveur à tout le monde. « Alors, vous voulez travailler ici, jeune fille ?» demandait-il, me regardant de haut en bas, d'une manière qui me mettait mal à l'aise. « Oui, monsieur, j'ai vraiment besoin du travail, pas d'expérience, n'est-ce pas? Je peux le voir à vos mains. » Il prenait mes mains dans les siennes, prétendant les examiner, mais s'attardant plus longtemps que nécessaire. Des mains douces comme celle-ci ne connaissent pas le travail dur. Je sentais un frisson, mais j'avais besoin de ce travail. J'apprends vite, monsieur Valéry. Je suis travailleuse. Je suis sûre que vous l'êtes, souriait-il étrangement.
Je vais vous donner une chance. Vous commencerez dans la section d'emballage. Le salaire est la moitié du minimum, 6 jours par semaine, de 7 heures du matin à 18 heures. C'était pas beaucoup, mais c'était ce qui était disponible. J'acceptais immédiatement une chose importante, ajoutait-il, se levant et venant de mon côté du bureau. Ici, j'aime les employés dévoués qui savent apprécier quand le patron est gentil. Vous semblez être une fille intelligente. Je ne comprenais pas complètement ce qu'il voulait dire, mais j'acquiesçais. J'avais besoin de ce travail. Je commençais le lendemain. L'usine comptait environ 200 employés, principalement des jeunes femmes comme moi. Nous travaillions dans d'immenses entrepôts, plein de machines bruyantes qui généraient une chaleur insupportable. Mon travail consistait à emballer les tissus qui sortaient des machines, les plier correctement et les mettre dans des boîtes. Les autres filles étaient gentilles avec moi le premier jour. Elles m'apprenaient comment faire le travail, où était la salle de bain où je pouvais déjeuner. Tu sembles être une bonne personne, disait Colette Marchand, une fille de 20 ans qui travaillait à la machine à côté de la mienne. Mais fais attention avec Monsieur Valéry, attention comment. Elle regardait autour d'elle, voyait que personne n'écoutait. Il a certaines habitudes avec les nouvelles filles, surtout les jolies comme toi. Quel genre d'habitude? Tu le découvriras bien assez tôt. Elle faisait une mine triste, ne va jamais seule dans son bureau. Surtout après les heures de travail, cela m'inquiétait. Mais je pensais que c'était peu, être une exagération. Monsieur Valéry avait été poli avec moi, m'avait donné un travail quand personne d'autre ne l'avait fait. Les filles réagissaient-elles trop? La première semaine, tout se passait normalement. J'arrivais à 7 heures précises, travaillais sans arrêt, partais à 18 heures. Le travail était fatigant, mais j'étais heureuse de pouvoir ramener de l'argent à la maison. Comment ça va là-bas, ma chérie? Demandait ma mère chaque soir. C'est bien, maman. Le patron semblait être une bonne personne. Si y avait soutien qui allait venir, je n'aurais jamais dit ça. La deuxième semaine, Monsieur Valéry commençait à apparaître plus souvent dans ma section. Il venait vérifier la qualité du travail, s'arrêtant toujours plus longtemps à ma table qu'à celle des autres. Vous vous adaptez bien, Dorothée, disait-il, posant sa main sur mon épaule. J'aime les employés dévoués comme vous. La main sur mon épaule s'attardait plus longtemps, qu'est normal. Parfois, il se tenait juste derrière moi, respirant dans mon cou, en vérifiant mon travail. Monsieur Valéry a un œil sur vous, me prévenait Colette pendant le déjeuner. J'ai déjà vu cette histoire, mais il n'a rien fait de trop inapproprié, disais-je, essayant de me convaincre. Pas encore, soupirait-elle. Dorothée, puis-je te donner un conseil? S'il t'appelle dans son bureau, emmène toujours quelqu'un avec toi. Invente, n'importe, quelle excuse, mais ne va pas seul. La troisième semaine, la situation s'aggravait. Monsieur Valéry commençait à m'appeler dans son bureau pour discuter de mes performances. La première fois, je réussissais à emmener Colette, prétendant
qu'elle devait m'aider avec quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'amener quelqu'un, disait-il, clairement irrité. C'était juste pour parler de votre travail. Désolé, monsieur Valéry. Colette m'apprenait certaines choses. La prochaine fois, venez seul. C'était un ordre, pas une demande. Le deuxième appel à son bureau venait un vendredi, presque à la fin de la journée de travail. Je finissais d'emballer le dernier envoi de la journée quand il apparaissait. Dorothée, j'ai besoin de vous parler dans mon bureau. Maintenant, mon cœur s'accélérait. Colette était déjà partie. Comme la plupart des filles, l'entrepôt était presque vide. Puis-je y aller demain, monsieur Valéry? Je finis ici. Maintenant, sa voix devenait plus dure. C'est à propos de votre salaire. Vous ne voulez pas parler de votre salaire? Bien sûr que je voulais la moitié du salaire minimum, aider à peine à la maison. S'il offrait une augmentation, c'était la plus grande erreur de ma vie. Son bureau était au 2e étage, loin de l'activité de l'usine. C'était une grande pièce avec un bureau en bois, une bibliothèque pleine de livres et un vieux canapé dans le coin. Asseyez vous sit, disait-il, indiquant une chaise devant le bureau. Je m'asseyais. Nerveuse, il restait debout, marchant autour de la pièce, me regardant d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Vous êtes une fille intelligente, Dorothée, travailleuse, j'aimais. Tcha, merci. Monsieur Valéry, je pensais à vous donner une augmentation, peut-être même à vous promouvoir comme superviseuse de section. Mes yeux s'illuminaient. Une superviseuse gagnait presque un salaire complet. Mais ces choses ne sont pas gratuites, continuait-il, venant derrière ma chaise. J'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance. Si vous êtes vraiment dévoué, je sentais ses mains se poser sur mes épaules, des mains lourdes, shoulders, qui serraient fermement. Je suis dévouée. Monsieur Valéry, je travaille correctement. C'est pas seulement du travail dont je parle. Ses mains descendaient le long de mes bras. Je parle de loyauté, de gratitude. C'est alors que je comprenais ce que Colette avait essayé de me prévenir. Mon cœur s'accélérait, mes mains devenaient moites. Monsieur Valéry, j'ai pensé que je devrais partir. Vous n'allez nulle part. Sa voix changeait complètement. Devenait menaçante. Savez-vous combien de filles aimeraient être à votre place? Combien font la queue pour travailler ici? Yes, mais rien. Il se plaçait devant moi, m'empêchant de me lever. Voulez-vous ce travail ou pas? Je le veux. Alors vous allez montrer que vous le méritez. Ce qui se passait dans cette pièce cet après-midi-là, je ne peux pas le décrire en détail. Non pas parce que je ne m'en souviens pas, je me souviens de chaque seconde, de chaque mot, mais parce que certaines choses sont trop lourdes pour être mises en mots. Il me faisait mal, il m'humiliait, il me faisait comprendre que là, dans cette usine, j'étais pas une employée, j'étais sa propriété. Si tu dis à quelqu'un, disait-il, quand il finissait adjustant son costume, tu seras viré immédiatement.
et je dirais à tout le monde quel genre de fille tu es. Personne d'autre ne te donnera de travail dans cette ville. Je quittais cette pièce, détruite. Yapranis Mansak sortait de l'usine, marchant comme un zombie dans la rue. Je vomissais 3 fois. Je rentrais à la maison et m'enfermais dans la salle de bain, douchais jusqu'à ce que l'eau s'épuise, mais je ne pouvais pas me sentir propre. Vas-tu bien, ma chérie? Demandait ma mère à l'heure du dîner. Juste fatiguée, maman, comment pouvais-je lui dire, comment pouvais-je dire que le travail qui soutenait notre famille venait avec ce prix le samedi? Je pensais à ne pas y retourner. Je restais au lit, prétendais avoir de la fièvre, mais le dimanche, voyant ma mère compter et recompter les quelques pièces que nous avions, il y a sauvées, que je n'avais pas le choix, le lundi, je retournais à l'usine. Monsieur Valéry me saluait normalement devant les autres, comme si rien ne s'était passé, mais dans ses yeux, je voyais quelque chose de nouveau, une satisfaction, un pouvoir qu'il savait avoir sur moi. Bonjour, Dorothée, j'espère que vous avez bien reposé pendant le week-end. Bonjour, Monsieur Valéry, plus tard. J'ai besoin de vous parler de cette affaire dont nous avons discuté vendredi. Cette affaire, comme s'il s'agissait d'une simple question de travail, une conversation professionnelle. Colette remarquait que quelque chose avait changé en moi. Qu'a-t-il fait? Demandait-elle pendant le déjeuner. Rien, mentais-je. Nous avons juste parlé du travail. Dorothée, elle prenait ma main. Je sais quand une fille est passée par là, c'est écrit sur tout ton visage. Je commençais à pleurer. Là, au milieu de la cafétéria bruyante de l'usine, Yeme Fondreis. Il a dit que si je parle, il me virera, murmurai-je. Et tu le crois, je ne peux pas perdre ce travail. Colette, ma famille en a besoin. Elle soupirait profondément. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ils ciblent des filles comme nous qui n'ont pas le choix. D'autres sont passées par la même chose. Toutes les jolies qui l'embauchent, certaines l'endurent un moment, d'autres partent vite. Mais ils trouvent toujours de nouvelles filles. Cette conversation ouvrait mes yeux sur une réalité que je voulais pas voir. C'était pas juste moi. C'était un système, une routine. Monsieur Valéry utilisait la nécessité des filles pauvres pour satisfaire ses désirs malsains et j'étais juste une de plus sur la liste. Les semaines qui suivaient étaient un cauchemar. Je revivais chaque jour. Monsieur Valéry établissait une routine diabolique. Tous les 2 ou 3 jours, il m'appelait dans son bureau à la fin de la journée de travail, toujours avec la même excuse de discuter du travail, toujours avec la même menace. Voilà, si je ne me présentais pas, Dorothée, j'ai besoin de vous voir à 18h30, disait-il nonchalamment, passant par ma table pendant la journée. Nous devons discuter de votre productivité, comme si cela avait quelque chose à voir avec le travail. J'essayais d'inventer des excuses, d'ajourner, mais il trouvait toujours un moyen de me faire pression. Vous voulez continuer à travailler ici?
n'est-ce pas, était tout ce qu'il avait besoin de dire. Ma vie devenait un enfer silencieux. Pendant la journée, j'essayais de me concentrer sur le travail, de prétendre que tout était normal. Euh, je parlais avec les autres filles, déjeunais à la cafétéria, faisais mes heures de travail, mais à l'intérieur, je mourais un peu chaque jour à la maison. Ma mère commençait à remarquer des changements. Tuma Igris, ma chérie, disait-elle une nuit en me servant le dîner, et ses cernes. C'est le travail. Maman, c'est exigeant, mais esto gagnes correctement. N'est-ce pas? Tu n'as pas de problème là-bas. Si elle savait quel genre de problème j'avais, mais comment pouvais-je lui dire, comment pouvais-je expliquer que la rente que je mettais sur la table chaque mois venait avec un prix qu'aucune fille ne devrait payer au travail. Colette essayait de m'aider comme elle pouvait. Parfois, elle inventait des urgences pour me sortir de son bureau. D'autres fois, elle restait à proximité quand il s'approchait de moi. Mais elle ne pouvait pas toujours être là. Tu dois le dénoncer, insistait-elle. Ça ne peut pas continuer. Dénoncer à qui? Colette. Il possède l'usine. Il connaît toutes les personnes importantes de la ville, à la police. Est-ce que la police croira une fille pauvre contre un homme d'affaires respecté? Ce sera ma parole contre la sienne. C'était 1971, mes amis. Les femmes n'avaient toujours pas de voix dans ces affaires, surtout les femmes pauvres, sans éducation, sans famille influente. Je savais que si j'essayais de dénoncer, je serais celle qui passerait pour une menteuse, comme quelqu'un essayant de profiter du patron. Les abus continuaient de s'aggraver, plus violents, plus dégradants. Monsieur Valéry devenait plus audacieux, plus cruel, comme si l'impunité le rendait de plus en plus brave. In mai 1917, il installait une nouvelle serrure sur la porte du bureau pour que nous ayons plus d'intimité dans nos conversations, disait-il, souriant de cette manière dégoûtante. Intimité. Le mot me donnait la nausée. C'était à cette époque que je commençais à faire des cauchemars. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur froide, avec l'impression qu'il était dans ma chambre. Je perdais l'appétit, perdais du poids, perdais l'envie de vivre. Dorothée, tu n'as pas l'air bien, disait ma mère un matin de juin. Es-tu malade? Je vais bien, maman. Tu ne vas pas bien du tout. Je vais prendre un rendez-vous chez le médecin. Pas besoin. Maman, c'est juste de la fatigue. Comment pouvais-je expliquer que ma maladie n'avait pas de remède à la pharmacie, que c'est qui me tuait à l'intérieur n'apparaîtrait sur aucun examen au travail. J'essayais de me rapprocher des autres filles, voir si quelqu'un d'autre vivait la même situation. Je découvrais que c'était pas juste ma paranoïa. D'autres filles étaient aussi appelées pour des conversations avec Monsieur Valéry. Il y avait Marlène Bonnet, 19 Hands, qui avait commencé 2 mois après. Moi, je voyais dans ses yeux la même peur que je ressentais. Il y avait la petite Rose Pelletier, encore plus jeune,
qui sortait toujours de son bureau avec les yeux rouges de larmes. Nous pourrions nous unir, pensais-je, dénoncer ensemble. Mais quand j'essaie de leur parler, elles niaient toutes. La peur était plus grande que le courage. Elles avaient toutes besoin du travail. Toutes avaient des familles à soutenir. Toutes savaient qu'il avait trop de pouvoir pour être confronté. Monsieur Valéry percevait notre désespoir et l'utilisait à son avantage. Il savait exactement quel bouton presser pour nous garder soumises. Savez-vous ce qui arrive aux filles qui font des scandales, disait-il pendant une des sessions de torture. Elles sont marquées. Aucun homme respectable ne veut épouser une fille dont on a parlé. Aucun patron ne veut embaucher quelqu'un qui cause des problèmes marqués, dont on a parlé les mots que chaque fille de cette époque craignait d'entendre. Vous êtes une fille intelligente, Dorothée. Vous n'allez pas ruiner votre vie pour des bêtises. Bêtises. Il appelait ça des bêtises. En juillet 1971, les choses s'aggravaient drastiquement. Monsieur Valéry commençait à m'appeler non seulement à la fin de la journée de travail, mais aussi pendant l'heure du déjeuner pour avancer notre conversation, disait-il. Cela signifiait que je ne mangeais pas, car les 50 minutes de déjeuner étaient passées dans son bureau. Je retournais au travail de l'après-midi, affamée, souffrante, voulant mourir. Les autres filles commençaient à remarquer. Il était impossible de cacher ce qui se passait quand je revenais du déjeuner avec des vêtements froissés, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Dorothée, tu peux pas continuer comme ça, me disait Colette un jour. Tu vas finir par devenir folle. L'étais-je déjà. Je commençais à avoir des hallucinations, à entendre des voix, à voir Monsieur Valéry. Même quand il n'était pas là, la peur constante me détruisait à l'intérieur. C'était en août qu'il passait à un autre niveau, non satisfait de m'abuser dans le bureau. Il commençait à inventer des livraisons urgentes que je devais faire à sa maison. J'ai besoin que vous apportiez ces documents à ma résidence, disait-il, me tendant une enveloppe. C'est urgent. Sa maison était dans un quartier chic, une grande maison blanche avec un jardin bien entretenu. La première fois que j'y allais, j'espérais encore que c'était vraiment une livraison de travail, comme j'étais naïve, dans sa maison, sans personne autour, sans risque d'être interrompu. Il se sentait encore plus à l'aise pour faire ce qu'il voulait de moi. C'était pire qu'à l'usine, car là-bas, il y a ça qu'à un moment, je devrais partir, que d'autres employés pourraient apparaître dans sa maison. J'étais complètement à sa merci. Ici, personne ne peut nous interrompre, disait-il, verrouillant la porte. Nous pouvons avoir plus de temps pour nos conversations. Plus de temps signifiait plus de souffrance, plus d'humiliation, plus de moments où je souhaitais pouvoir mourir. Je commençais à manquer le travail, j'inventais des maladies, faisais semblant de m'évanouir, n'importe quoi, pour éviter d'affronter cette routine d'horreur, mais trouvais toujours un moyen de me punir pour les absences. Les employés qui manquent beaucoup de travail ne peuvent pas recevoir un salaire complet, me disait-il, déduisant 2 jours de ma paye.
J'espère que vous comprenez. Je comprenais parfaitement. C'était une autre façon de me contrôler, de me garder piégée dans cette situation. In septembre, quelque chose arrivait qui me faisait presque abandonner tout. Ma mère découvrait les déductions de salaire et venait me questionner. Dorothée, pourquoi ton salaire était-il le moins élevé ce mois-ci? J'ai manqué quelques jours. Maman, je me sentais malade. Ma chérie, nous ne pouvons pas nous permettre que tu manques le travail. Nous avons besoin de cet argent complet. Voir l'inquiétude sur son visage, savoir que ma famille dépendait de cet argent sale, me détruisait encore plus. J'étais piégée dans un cercle vicieux. J'avais besoin du travail pour soutenir ma famille, mais pour garder le travail, je devais me soumettre à ces abus. C'était à cette époque que je commençais à penser à m'enfuir quitter Nantes, aller n'importe où, commencer une nouvelle vie. Mais comment, je n'avais pas d'argent. Nous les parto aller ne connaissait personne dans d'autres villes. Monsieur Valéry percevait mon désespoir croissant et semblait s'en nourrir. Il devenait plus violent, plus cruel, comme si ma souffrance l'excitait encore plus. Tu penses à partir, demandait-il un après-midi d'octobre. Oublie cette idée, m'appartient maintenant, appartient, comme si j'étais un objet, une propriété. Et si tu essaies de t'enfuir, je viendrai te chercher. J'ai des contacts partout. Tu n'obtiendras pas de travail dans aucune ville si je ne le veux pas. La menace était réelle. Les hommes comme lui avaient du pouvoir, de l'influence, des contacts. Ils pouvaient détruire la vie d'une personne avec un seul appel téléphonique. En novembre 1971, presque un an après, que j'avais commencé à travailler à l'usine. J'étais à ma limite. J'avais perdu 70 kilos, développé un ulcère à cause du stress et commencé à avoir des pensées suicidaires. C'est alors que sa soif de pouvoir et de cruauté le conduisait à faire l'erreur, qui changerait tout. Un vendredi après-midi de fin novembre, il m'appelait dans son bureau, comme toujours, mais cette fois, il était différent, plus agité, plus violent. Il avait bu, je pouvais sentir l'alcool dans son haleine. Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon, disait-il, me poussant plus fort que d'habitude. Si, qui se passait cet après-midi-là, était pire que tout ce que j'avais souffert jusque-là. Il me faisait mal d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant, avec une violence qui frôlait la folie. C'est alors que j'entendais le craquement, un bruit sec, comme une branche qui se casse, puis venait la douleur, une douleur si intense qu'elle me faisait crier comme je n'avais jamais crié de ma vie. Ma jambe droite s'était cassée, le fémur s'était brisé en deux. Monsieur Valéry s'arrêtait immédiatement, son visage devenant blanc de frayeur. Tais-toi, criait-il, essayant d'étouffer mes cris de douleur. Arrête de crier, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La douleur était insupportable, irradiant de ma jambe à travers tout mon corps. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir, que j'allais mourir là. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Murmurait-il,
regardant ma jambe dans une position anormale. Et je fais, bien, pour la première fois en presque 1 an, je voyais de la peur dans ses yeux. Il n'était plus l'homme puissant qui contrôlait tout. Il était un criminel désespéré qui était allé trop loin. Et à ce moment, même avec toute la douleur que je ressentais, il y a Savoyes, que j'avais enfin quelque chose contre lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas cacher, ne pouvait pas nier, ne pouvait pas expliquer. Ma jambe cassée serait le début de sa fin. La douleur était si intense que je sentais ma vision s'obscurcir. Ma jambe était dans une position complètement fausse et le fémur brisé faisait un bruit horrible à chaque fois que j'essayais de bouger. Monsieur Valéry était en panique totale, faisant les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. Arrête de crier, pour l'amour de Dieu, hurlait-il. 16 mens, tremblant. Quelqu'un va entendre, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si toute la souffrance accumulée pendant presque 1 an sortait par ces cris. La douleur physique se mêlait à la douleur émotionnelle, créant un tsunami d'agonie que je n'avais jamais connu. « Il faut que tu te taises », disait-il, essayant de couvrir ma bouche avec sa main. « Écoute, c'était un accident. Tu es tombé, tout has glissé. » Qui s'est passé même avec la douleur insupportable. Je réussissais à comprendre ce qu'il essayait de faire. Il inventait déjà une version des événements, un mensonge pour se protéger. Personne ne te croira si tu dis autre chose, continuait-il, transpirant de froid. Qui va croire une fille contre moi? Tu es tombé, c'est tout. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait des preuves physiques. Une jambe cassée n'était pas quelque chose qui pouvait être caché ou nié. Les médecins poseraient des questions. Les infirmières prendraient des notes. Il y aurait des dossiers. Sa désespération était évidente. Pour la première fois, je voyais une peur réelle dans les yeux de cet homme qui m'avait tourmentée pendant tant de mois. Il savait qu'il avait franchi une ligne dangereuse. « Je vais t'emmener à l'hôpital », disait-il, essayant de me soulever. « Nous allons inventer une histoire. Tu es tombé dans les escaliers de l'usine, tu t'es cogné la jambe. C'est un accident de travail, rien de plus. » Quand il essayait de me bouger, la douleur était si intense que je m'évanouissais pendant quelques secondes. Quand je revenais à moi, j'étais portée dans sa voiture, une Renault noire qu'il utilisait pour aller au travail. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, il n'arrêtait pas de répéter la version que nous devions raconter. Tu descendais les escaliers de l'usine quand tu as glissé, tu t'es cogné la jambe sur la marche en fer. C'était un accident de travail, rien de plus. Chaque nid de poule sur la route faisait encore plus mal à ma jambe. J'avais l'impression que les os s'effritaient dans ma chair, mais au milieu de toute cette agonie, une partie de mon esprit calculait, planifiait. Nous arrivions à l'hôpital général de Nantes à 19h. Monsieur Valéry me portait à l'intérieur, criant pour les infirmières « à l'aide ici ». Mon employé est tombé à l'usine, elle s'est cassé la jambe. Les médecins m'emmenaient d'urgence dans une salle. Le docteur Guillaume Leblanc, un homme d'environ 50 ans, commençait à examiner ma jambe
tandis que les infirmières essayaient de me calmer. « Comment est-ce arrivé ?» demandait-il, touchant doucement la zone de la fracture. Je regardais Monsieur Valéry qui se tenait dans l'embrasure de la porte, m'y fixant. C'était ma chance. Je pouvais dire la vérité, tout dénoncer là, mais j'avais encore peur, même avec ma jambe cassée, même en sachant qu'il était allé trop loin. La terreur qu'il avait plantée en moi pendant presque un an était encore forte. Je suis tombée dans les escaliers de l'usine. Mentais-je, sentant des larmes couler sur mon visage, j'ai glissé et me suis cogné la jambe. Le docteur Leblanc fronçait les sourcils. Quel genre d'escalier en fer? Répondait rapidement Monsieur Valéry. Des marches en fer, très dures. C'est pourquoi ça a fait si mal. Hein. Le médecin continuait à examiner, mais je remarquais que quelque chose le dérangeait. Il regardait la fracture avec une expression étrange, comme s'il n'était pas convaincu de notre version. « Nous allons devoir opérer, » disait-il. « Enfin, c'est une fracture complexe, ça va prendre du temps à guérir. » Opérer, cela signifiait que je serais hospitalisée loin de Monsieur Valéry, loin de l'usine. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais quelque chose comme du soulagement. « Combien de jours à l'hôpital ?» demandait Monsieur Valéry, essayant de sembler préoccupé. « Au moins 2 semaines pour l'opération et les soins initiaux. Ensuite, vous aurez besoin de physiothérapie pendant des mois. » Je voyais le visage de Monsieur Valéry pâlir, des mois sans m'avoir sous son contrôle, des mois où je parlerais aux médecins, aux infirmières, aux autres patients, des mois où ils ne pourraient pas me menacer ou m'intimider. « Je vais prévenir votre famille, » disait-il, essayant de maintenir l'apparence d'un patron préoccupé. « Ils doivent savoir pour l'accident. » Quand il partait pour passer l'appel téléphonique, le docteur Leblanc s'approchait de moi. « Dorothée, puis-je vous poser une question personnelle ?» Mon cœur s'accélérait. « Vous pouvez... » Cette fracture, le motif est très étrange pour une simple chute. Ça ressemble plus à un traumatisme direct, une très grande pression appliquée sur la jambe. Il savait, d'une manière ou d'une autre, le médecin savait que c'était pas un accident ordinaire. Est-il arrivé autre chose que vous ne m'avez pas dit? C'était ma chance. Voici un homme éduqué, respecté, qui pouvait m'aider, qui pouvait me croire, mais la peur était encore plus forte. Non, docteur, c'était ce que j'ai dit. Il me regardait longuement, puis soupirait. D'accord, occupons-nous d'abord de votre jambe. L'opération était effectuée le lendemain matin. Quand je me réveillais de l'anesthésie, ma mère était à côté du lit, pleurant. « Ma fille, comment est-ce arrivé? » Je suis tombée à l'usine. « Maman, Monsieur Valéry a dit qu'il paiera tout le traitement. Comme c'est bien d'avoir un patron si généreux, si elle savait seulement. » Mais dans les jours qui suivaient, hospitalisée dans cet hôpital, quelque chose commençait à changer en moi, à loin de l'usine, loin des menaces constantes de Monsieur Valéry. Mon esprit commençait à fonctionner différemment. Les infirmières étaient gentilles avec moi. Les autres patients parlaient,
raconter des histoires, me traiter comme un être humain. J'avais oublié que c'était d'être traité avec dignité. Monsieur Valéry apparaissait tous les jours, toujours avec des fleurs ou des fruits, jouant le rôle du patron préoccupé. Mais quand nous étions seuls, il montrait son vrai visage. J'espère que tu ne penses pas à dire des bêtises à qui que ce soit, murmurait-il. Quand personne n'écoutait, souviens-toi que ta famille a encore besoin de moi. Mais ces menaces commençaient à sonner vides. Il était nerveux, peu sûr de lui. Je voyais dans ses yeux qu'il avait peur que je puisse changer ma version. Le 5e jour d'hospitalisation, quelque chose arrivait qui changeait tout. Le docteur Leblanc venait me parler à nouveau, mais cette fois, il amenait quelqu'un avec lui, une femme d'environ 40 ans, très sérieuse, Dorothée. Voici le docteur Sophie Mercier, notre psychologue. Elle aimerait vous parler, psychologue. Mon cœur s'accélérait. Pourquoi voulait-il que je parle à une psychologue? C'est la routine, expliquait le docteur Mercier. Nous parlons toujours aux patients qui ont subi un traumatisme pour aider à la récupération. Nous étions seuls dans la pièce. Elle tirait une chaise et s'asseyait très près de mon lit. Comment vous hantez-vous, Dorothée? Ma jambe fait moins mal. Je ne parle pas de votre jambe, je parle de vous en tant que personne. La question me prenait au dépourvu. Personne ne m'avait jamais demandé comment je me sentais en tant que personne. Il ne se passe. Normal, I suppose. Le docteur Leblanc m'a dit que votre fracture est assez inhabituelle. Il a de l'expérience avec les accidents de travail. Et dit qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Je sint es mon sang clair. Mais c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée dans les escaliers. Dorothée, vous savez que vous pouvez me dire la vérité, n'est-ce pas? Rien de ce que vous dites ici ne sortira de cette pièce sans votre permission. Pendant un instant, je pensais à tout dire, mais la peur était encore trop forte. C'était un accident. Docteur, elle me regardait un moment, puis soupirait. D'accord, mais si vous changez d'avis, vous pouvez m'appeler à tout moment cette nuit-là. Je ne pouvais pas dormir. Je continuais à penser à la conversation avec le docteur Mercier, au soupçon du docteur Leblanc, à la nervosité de monsieur Valéry. Pour la première fois, depuis presque un an, je ressentais une lueur d'espoir. Peut-être n'étais-je pas aussi seule que je le pensais. Peut-être y avait-il des gens prêts à m'aider. Le 7e jour, je recevais une visite inattendue. Colette apparaissait à l'hôpital, apportant des fleurs et une expression inquiète. Dorothée, comment vas-tu? Tout le monde à l'usine parle de ton accident. Je vais mieux. Je retournerai au travail bientôt. Es-tu sûr que c'était un accident? Demandait-elle doucement, regardant autour d'elle. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que je te connais depuis presque un an. Et sais comment tu marches, comment tu montes. Et descends les escaliers. Tu es très prudente. Tu n'es pas du genre à trébucher. Colette me donnait une ouverture, une chance de dire la vérité à quelqu'un qui savait déjà, qui soupçonnait déjà. Colette, il t'a fait ça, n'est-ce pas? Les larmes commençaient à couler.
Je ne pouvais plus les retenir. Il a dit que si je parle il me, virera, il répondra que je suis ma famille a besoin de l'argent. Dorothée, regarde toi. Regarde où tu es, tu as presque perdu la vie. Jusqu'où cet homme doit-il aller avant que tu réagisses? Que elle avait raison. J'avais touché le fond. Je ne pouvais pas descendre plus bas. Mais que puis-je faire? Qui va me croire? Jewe Steider, tu n'es pas seul dans ça. Dans cette conversation avec Colette, je prenais la décision qui changerait ma vie pour toujours. Je n'allais plus accepter d'être une victime. Je n'allais plus laisser ma peur contrôler mes choix. Quand elle partait, j'appelais l'infirmière. Je veux parler au docteur Mercier, c'est urgent. Le docteur Mercier arrivait une demi-heure plus tard. Elle s'asseyait dans la même chaise, avec la même expression compréhensive. Changer d'avis, oui. Et je racontais tout, chaque abus, chaque menace, chaque humiliation. Je parlais des autres employés qui passaient par la même chose. Je disais comment il utilisait notre nécessité économique pour nous garder piégés. Elle écoutait tout en silence, prenant des notes, posant des questions précises. Quand je finissais, j'étais épuisée mais soulagée. Pour la première fois depuis presque un an, j'avais dit ma vérité à quelqu'un. Dorothée, vous avez été très courageuse de me dire ça. Maintenant, vous devez décider ce que vous voulez faire. Que puis-je faire? Vous pouvez dénoncer. Nous avons des preuves médicales de violence. Nous avons votre témoignage. Je peux vous mettre en contact avec des avocats qui travaillent avec des cas comme celui-ci. Et si personne ne me croit, certains ne vous croiront pas, mais d'autres, oui. Et ça peut empêcher d'autres filles de vivre ce que vous avez vécu. Je pensais aux autres employés de l'usine, à Marlène, à Rose, à celles qui viendraient encore. Combien de filles Monsieur Valéry détruirait-il si personne ne l'arrêtait? Je veux dénoncer, disais-je, avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. Le docteur Mercier souriait pour la première fois. Alors commençons à travailler. Dans les jours qui suivaient, encore hospitalisé, nous commencions à construire le dossier contre Monsieur Valéry. Le docteur Mercier me met en contact avec Monsieur Thomas Vignon, un jeune avocat qui travaillait avec des cas de travailleurs. Votre cas est solide, me disait-il. Après avoir entendu toute l'histoire, nous avons des preuves médicales, des témoins, un modèle de comportement. Nous pouvons poursuivre pour agression, harcèlement sexuel et une série d'autres choses. Mais il a de l'argent, de l'influence et nous avons la vérité. Parfois c'est assez... Monsieur Valéry continuait à apparaître à l'hôpital, de plus en plus nerveux. Il percevait que quelque chose avait changé, que j'avais plus la même peur qu'avant. Tu es différente, disait-il. Lors d'une des visites, j'espère que tu ne fais rien de stupide. Je ne fais rien de stupide, répondais-je, le regardant directement dans les yeux. Yeah, face justice.
Je voyais son visage changer de couleur. Il savait que j'avais parlé. Tu ne sais pas avec qui tu te bats, murmurait-il, furieux. Je vais détruire toi et ta famille. Tu as déjà essayé de me détruire, mais tu ne passes pas. C'était la première fois en presque un an que je lui répondais sans peur et ce sentiment de pouvoir, de ne plus être une victime était enivrant. 3 jours plus tard, j'étais libérée de l'hôpital. Ma jambe était encore dans un plâtre. J'avais besoin de béquilles, mais j'étais libre. Et pour la première fois depuis des mois, vraiment libre, car maintenant j'avais une arme contre lui, j'avais du courage, j'avais des alliés. Il y avait son plan. La guerre avait commencé et cette fois, je n'allais pas perdre. Quand je quittais l'hôpital, avec ses béquilles sous le bras, je ressentais quelque chose que j'avais pas ressenti depuis presque un an, l'espoir. Ma jambe faisait encore beaucoup mal, mais mon âme était plus légère. Pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler dans cette usine maudite, Java et son plan. Monsieur Vignon m'avait tout expliqué en détail. Nous allions poursuivre Monsieur Valéry pour agression, harcèlement sexuel et créer un précédent qui pourrait protéger d'autres femmes. Mais il était clair sur les défis. Dorothée, ça ne va pas être facile. Il va essayer de vous discréditer, utiliser des avocats coûteux, essayer de corrompre des témoins. Vous devez être prête pour une guerre. Guerre, le mot m'effrayait, mais en même temps me donnait de l'énergie. Après tant de temps à être une victime, j'allais enfin pouvoir me battre. Le premier pas était de collecter des preuves. Nous avions besoin de plus de témoins, de documents, de tout ce qui prouvait son modèle de comportement. Monsieur Vignon me conseillait de chercher d'autres employés qui avaient vécu la même situation. Mais avant cela, je devais affronter ma famille. Quand je rentrais à la maison cet après-midi de décembre 1971, ma mère m'accueillait avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Grâce à Dieu, tu vas bien, ma chérie. Monsieur Valéry est passé hier à dire que tu peux rester absente aussi longtemps que nécessaire. Quel homme bon, n'est-ce pas? Homme bon. Si elle savait seulement, maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Nous nous asseyons dans la cuisine de notre petite maison simple. Ma mère servait du café et me regardait avec cette expression maternelle qui me calmait toujours. Qu'est-ce que c'est? Ma chérie, tu es étrange depuis ton retour de l'hôpital. Je prenais une profonde inspiration. Dire la vérité au docteur Mercier avait été difficile, mais dire à ma propre mère serait dévastateur. Comment pouvais-je briser le cœur de la femme qui m'avait élevée? Comment pouvais-je dire que le travail qui soutenait notre famille venait avec ce prix horrible? Maman, assez qui m'est arrivé à l'usine n'était pas un accident. Elle fronçait les sourcils. Que veux-tu dire? C'était pas un accident. Monsieur Valéry, il m'a fait mal. Exprès pendant quelque chose
qu'il me faisait. Je voyais la confusion dans ses yeux se transformer lentement en horreur, tandis que je racontais l'histoire. Chaque mot était comme un coup de poignard dans mon propre cœur, car je savais combien je la faisais souffrir. Ma chère enfant, murmurait-elle, quand je finissais, des larmes coulant sur son visage, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Parce que j'avais peur, maman, peur de perdre le travail, peur que personne ne me croie, peur qu'il exécute ses menaces. Elle me serrait si fort que je pouvais à peine respirer. Je sentais ses larmes mouiller mes cheveux. Je suis désolée, ma chérie, désolée de ne pas avoir remarqué, désolée de t'avoir fait porter ça seule. C'était pas ta faute, maman. C'était une mère doit protéger ses enfants. J'ai échoué dans cette étreinte. Je sentais que j'avais une autre alliée dans ma guerre contre Monsieur Valéry. Ma mère avait toujours été une femme forte. Et maintenant, cette force était de mon côté. Dans les jours qui suivaient, je commençais l'enquête informelle que Monsieur Vignon avait suggérée. D'abord, je cherchais Colette. Elle venait chez moi un samedi après-midi, nerveuse, mais déterminée, Dorothée. J'ai décidé que je vais t'aider. Je suis fatiguée de rester silencieuse, de regarder cet homme détruire la vie des filles. Est-ce tout sourd? Ça pourrait être dangereux. Bien sûr que je suis sûre, et c'est pas seulement moi, Marlène et Rose veulent parler aussi. Mon cœur s'accélérait, d'autres victimes prêtes à témoigner. Cela changeait tout. Mais il y a plus, continuait Colette, Jeannette, qui travaillait là-bas jusqu'à l'année dernière, veut aussi témoigner et elle a une histoire qui va vous choquer. Jeannette était une fille qui avait quitté soudainement au milieu de 1971. À l'époque, personne ne comprenait pourquoi, car elle avait vraiment besoin du travail. Nous organisions une réunion chez Colette le dimanche suivant. Quand j'arrivais là-bas, boitant avec mes béquilles, je trouvais 4 femmes assises à la table de la cuisine, toutes avec la même expression de peur et de détermination. Merci d'être venu, disais-je, m'asseyant avec difficulté. Yes, que ce n'est pas facile. Marlène était la première à parler. Elle confirmait tout ce que j'imaginais, les mêmes abus, les mêmes menaces, le même modèle de comportement. Ça a commencé 2 mois après que j'ai commencé, disait-elle, sa voix tremblante. D'abord, c'était juste du flirt, puis ça a évolué en toucher, puis elle n'avait pas besoin de finir. Nous savions toutes, Rose, plus jeune que nous, toutes pouvaient à peine parler tellement elle pleurait, mais elle confirmait qu'elle avait vécu la même chose. Jeannette apportait la révélation la plus choquante. Mes filles, pensez-vous que nous sommes les seuls? Cet homme fait ça depuis des années, depuis qu'il a ouvert l'usine en 1965. Comment le sais-tu? Parce que j'ai parlé à d'autres filles qui travaillaient là-bas avant. Suzanne, qui est partie en 1969, est passée par la même chose. Regine, de 1968 aussi, et il y en a d'autres.
d'autres. Combien étions-nous? Combien de vies avait-il détruites au fil des ans? Jeannette, pourquoi n'as-tu jamais dénoncé? Pour les mêmes raisons que vous toutes, la peur, la honte, la nécessité. Mais quand j'ai entendu ce qui t'est arrivé, Dorothée, j'ai décidé que je ne pouvais plus, ou nous quittions cette réunion avec un plan clair. Nous allions nous unir tous ensemble et faire tomber ce monstre. Monsieur Vignon était euphorique quand il apprenait que nous avions 5 témoins prêts à témoigner. Avec ça, nous avons un dossier solide, me disait-il. Ce n'est plus la parole d'une employée contre le patron, c'est un modèle systématique d'abus, mais Monsieur Valéry ne restait pas immobile. Quand il apprenait que j'étais pas revenue au travail après la période de congé médical, il commençait à faire des mouvements. D'abord, il essayait l'intimidation directe. Il apparaissait chez moi une nuit de janvier 1972, frappant fort à la porte. Dorothée, j'ai besoin de vous parler. Ma mère répondait à la porte, mais restez ferme. Elle ne veut pas vous parler. Monsieur, c'est à propos de son travail, de l'avenir de votre famille. Je sortais de la cuisine, boitant, encore avec des béquilles. Pour la première fois, j'étais face à face avec lui, hors de l'environnement de l'usine, loin du pouvoir qu'il exerçait là-bas. Que voulez-vous? Je veux vous faire une proposition. Revenez au travail, oubliez ces bêtises qu'on vous met dans la tête et je doublerai votre salaire. Doubler le salaire était beaucoup d'argent pour notre famille. Ce serait la différence entre se débattre et vivre avec dignité. Et si je n'acceptais pas, alors les choses vont devenir difficiles pour vous et pour votre famille. La menace était claire, mais j'étais plus la fille effrayée d'il y a un an. Je n'acceptais pas, disais-je, le regardant directement dans les yeux. Et si vous vous approchez encore de ma famille, j'appellerai la police. Il devenait rouge de rage, mais ne pouvait rien faire là, devant ma mère, dans la rue où les voisins pouvaient voir. Vous allez le regretter, murmurait-il, avant de partir. Dans les jours qui suivaient, les représailles commençaient. D'abord, il répandait des rumeurs sur moi dans le quartier, que j'étais une menteuse, que j'essayais d'extorquer un homme honnête. Ignore ces commérages, me conseillait ma mère. Ceux qui te connaissent savent quel genre de personne tu es. Mais les commérages faisaient mal. Voir des voisins qui me connaissaient depuis l'enfance murmurer quand je passais était douloureux. Puis venaient les menaces économiques. Monsieur Valéry avait de l'influence dans le commerce local et commençait à faire pression sur les fournisseurs pour ne plus vendre à crédit à ma famille. Madame Marianne Charpentier, la propriétaire de l'épicerie, disait à ma mère « Je suis désolée, mais je ne peux plus faire de compte à crédit pour vous. Pourquoi, Madame Marianne, nous payons toujours à temps. Ordre d'en haut, ordre d'en haut. » Monsieur Valéry utilisait son pouvoir économique pour nous étrangler financièrement, mais Monsieur Vignon avait prévu cela. C'est typique, m'expliquait-il, quand des hommes puissants se sentent menacés,
Ils utilisent toutes les ressources disponibles. En février 1972, nous déposions la plainte. Monsieur Vignon avait tout préparé minutieusement, témoignages des victimes, rapports médicaux, preuves du modèle de comportement. La plainte causait un scandale dans la ville. Rien de tel ne s'était jamais produit à Nantes. Une employée poursuivant son patron pour harcèlement sexuel était sans précédent. Les journaux locaux couvraient l'affaire toujours prudemment. Une employée accuse un homme d'affaires d'agression. Lisez le titre dans Ouest France. La réaction était immédiate et violente. Une partie de la société prenait le parti de Monsieur Valéry. Après tout, il était un homme d'affaires, respecté, créé des emplois, fréquentait l'église. Cette fille est une opportuniste, entendais-je une dame commenter à la pharmacie. Elle veut profiter d'un homme bien, mais une autre partie commençait à questionner d'autres femmes, s'identifier à notre lutte, même si elle ne l'admettait pas publiquement. Monsieur Valéry engageait le meilleur cabinet d'avocats de la ville. L'avocat Charles Thierry était célèbre pour défendre les hommes d'affaires dans des cas de travail. Sa stratégie était claire dès le début, démoraliser les victimes. Mon client est un homme droit, père de famille, pilier de la communauté, déclarait-il aux journaux. Il est victime d'une tentative d'extorsion par des employées mécontentes. La première audience était prévue pour mars 1972. Monsieur Vignon me préparait à ce qui allait venir. Ils vont essayer de vous détruire moralement. Ils vont remettre en question votre réputation, votre vie personnelle. Ils vont essayer de vous faire passer pour une menteuse. Je suis prête, en êtes-vous sûre? Car une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous serez exposé publiquement. Vous devrez tout revivre en détail. Je pensais aux autres filles qui travaillaient encore à l'usine, à celles qui viendraient encore. Je pensais à combien de vies Monsieur Valéry détruirait s'il s'en sortait, encore une fois. Je suis sûre. Le jour de l'audience, j'arrivais au tribunal, encore avec des béquilles. Ma jambe s'améliorait, mais j'avais encore besoin de soutien. Monsieur Vignon disait que c'était bien. Cela montrerait au juge la gravité de l'agression. Le tribunal était bondé, journalistes, curieux, supporters des deux côtés. Je n'avais jamais vu autant d'activité dans un procès à Nantes. Quand M. Valéry entrait dans la salle, escorté par ses avocats coûteux. Nos yeux se rencontraient. Pour la première fois, je ne ressentais pas de peur. Je ressentais de la détermination. L'avocat Charles Thierry commençait comme prévu, essayant de disqualifier notre dossier. Votre honneur, nous faisons face à une tentative évidente d'extorsion des employées mécontentes, essayant de profiter d'un accident de travail pour obtenir un gain financier. Monsieur Vignon répondait fermement « Votre honneur, nous avons ici 5 femmes différentes, à des périodes différentes, toutes rapportant le même modèle de comportement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. » Il dit quand c'était mon tour de témoigner, je sentais mon cœur s'accélérer. J'étais là, une pauvre fille de 19 ans, face à l'un des hommes les plus puissants de la ville. Vous pouvez commencer
Mademoiselle, disait le juge Robert Jacquet. Je racontais tout. Chaque abus, chaque menace, chaque humiliation. Je sentais des larmes couler sur mon visage, mais gardais ma voix ferme. C'était ma chance d'être entendue et je n'ai pas la gâcher. Quand l'avocat Thierry commençait à m'interroger, il essayait de me confondre, de me faire me contredire. Ne trouvez-vous pas étrange que vous n'ayez jamais dénoncé avant? Pourquoi seulement maintenant, après l'accident? Parce que j'avais peur et parce que seulement maintenant, j'ai trouvé des gens prêts à m'aider. N'inventez-vous pas cette histoire pour obtenir de l'argent. Si c'était pour l'argent, j'aurais accepté la proposition qu'il m'a faite de doubler mon salaire. Je sentais que j'avais marqué un point. Monsieur Vignon m'avait bien préparé. Les autres filles témoignaient tout au long de la semaine. Chaque témoignage confirmait le modèle, montrait qu'il ne s'agissait pas de cas isolés. Le moment le plus marquant était quand Jeannette révélait l'ampleur réelle du problème. Votre honneur, j'ai parlé avec au moins 8 femmes qui ont vécu la même situation dans cette usine. Certaines ont quitté la ville par honte. Heard famous, encore plus que nous n'avions imaginé. Monsieur Valéry essayait de tout nier. Bien sûr, il disait que nous étions des menteuses, qu'il était victime d'un complot, mais sa version ne tenait pas. Comment pouvait-il expliquer que 5 femmes différentes inventeraient la même histoire? Comment pouvait-il justifier le modèle de comportement rapporté par des victimes qui ne se connaissaient même pas? Le procès durait 3 mois, 3 mois de tension, de menaces voilées, de pression psychologique, mais aussi 3 mois où je sentais grandir en moi une force que je ne savais pas posséder. En juin 1972 venait la sentence. Le juge Jacquet était clair et direct. Ce tribunal reconnaît la véracité des faits rapportés par les victimes. Le modèle systématique d'abus est évident, est inadmissible. Monsieur Valéry était condamné à 2 ans de prison au paiement d'une indemnisation à toutes les victimes et à la fermeture temporaire de l'usine. Quand j'entendais la sentence, je m'effondrais en larmes, pas de tristesse, mais de soulagement. J'avais gagné, nous avions gagné. Monsieur Valéry essayait d'interjeter appel, mais les tribunaux supérieurs confirmaient la condamnation en septembre 1972. Il était arrêté. Voir cet homme qui m'avait terrorisé pendant si longtemps, être emmené menotté était l'un des spectacles les plus libérateurs de ma vie. La victoire venait avec un prix. Nous perdions des amis, faisions face à des préjugés, traversions des difficultés financières, mais cela valait chaque sacrifice, car nous avions prouvé que c'était possible, que des filles pauvres pouvaient affronter des hommes puissants, être fermées, que la justice n'était pas un privilège réservé aux riches, surtout, nous avions sauvé d'autres filles de vivre ce que nous avions vécu. L'usine rouvrait des mois plus tard, mais avec une nouvelle direction et des politiques strictes pour protéger les employés. Notre victoire résonnait dans toute la région. D'autres femmes
étaient encouragés à dénoncer les abus. D'autres plaintes étaient déposées. Nous avions planté une graine de changement qui fleurirait pendant des décennies. Après la condamnation de M. Valéry en septembre 1972, je pensais que ma vie pourrait enfin suivre un cours normal. Comme j'étais naïve, la victoire au tribunal n'était que le début d'un voyage encore plus difficile, reconstruire ma vie de toutes pièces à 19 ans, avec une jambe qui ne serait plus jamais la même et une réputation ternie par les rumeurs circulant dans la ville. L'indemnisation que je recevais était importante pour les standards de l'époque, 15 francs, une somme qui représentait presque 2 ans de salaire, mais l'argent venait avec un prix émotionnel élevé. Chaque centime de cette somme représentait une humiliation subie, une nuit de terreur vécue, un morceau de ma dignité qui avait été volé. Maintenant, tu peux te reposer, disait ma mère quand l'argent arrivait. Tu peux prendre soin de toi, obtenir un traitement approprié, mais me reposer était la dernière chose que je voulais. Pendant ces mois de procès, j'avais découvert une force intérieure que je ne savais même pas exister. J'avais prouvé à moi-même que je pouvais affronter des géants, Edgarner, et cette découverte avait éveillé en moi une ambition que je n'imaginais jamais avoir. Le problème était quel avenir une fille comme moi pouvait-elle construire. Ma jambe droite avait des séquelles permanentes de la fracture. Je boitais légèrement et ressentais de la douleur quand je restais debout trop longtemps. Les emplois qui exigeaient un effort physique étaient hors de question. De plus, ma réputation dans la ville était compliquée. La moitié des gens me voyaient comme une héroïne, la fille courageuse, qui avait affronté un homme puissant. L'autre moitié me considérait comme une opportuniste qui avait piégé un homme bien. Dorothée, tu pourrais chercher un travail de bureau, suggérait Colette. Dans une de nos conversations, avec ton intelligence, tu serais parfaite pour un travail administratif. J'essayais quelques bureaux dans la ville, mais tombais toujours sur le même problème. Mon nom était associé au scandale et beaucoup d'employeurs avaient peur d'embaucher quelqu'un qui causait des problèmes. Je suis désolée, disait le gérant d'un bureau comptable, mais notre entreprise valorise la discrétion. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Comme si se battre pour mes droits était un défaut de caractère. C'était pendant cette période d'incertitude que quelque chose d'inattendu se passait. Monsieur Vignon, mon avocate, me faisait une proposition qui changerait complètement la direction de ma vie. Dorothée, vous avez un talent naturel pour l'organisation et la communication. Je l'ai vu tout au long du processus. Que diriez-vous de travailler avec moi? Travailler comme quoi? Monsieur, comme assistante juridique, je peux vous enseigner les bases du droit, vous m'aidez avec la paperasse, le service client. Et il y a quelque chose que vous faites mieux que n'importe quel avocat expérimenté. Quoi donc? Vous comprenez les victimes quand une femme vient ici souffrant d'abus, de harcèlement, de violence, elle a besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'elle traverse.
quelqu'un qui est passé par là, la proposition me touchait et m'effrayait à la fois. Travailler avec le droit semblait quelque chose de très loin de ma réalité. Mais Monsieur Vignon offrait pas seulement un emploi, il offrait un but, mais j'ai passé d'éducation. L'éducation, on peut l'obtenir, vous avez quelque chose de beaucoup plus rare, l'expérience de vie et le courage d'utiliser cette expérience pour le bien des autres. Et j'acceptais la proposition en octobre 1972. Mon premier jour au bureau était effrayant. Moi, une fille qui avait à peine fini le collège, entourée de livres de droit, de codes, des processus complexes. Mais Monsieur Vignon était patient. Il m'apprenait à organiser des documents, à rédiger des pétitions simples, à servir les clients. Et je découvrais que j'avais un don pour ça, plus important encore quand des femmes victimes de violences venaient au bureau. Je pouvais établir une connexion qu'aucun avocat homme ne pouvait. Elle nous comprend, entendais-je une cliente commenter à une autre, c'est pas seulement professionnel, c'est personnel. En janvier 1973, Monsieur Vignon me faisait une autre proposition révolutionnaire. Dorothée, que diriez-vous d'obtenir votre diplôme de fin d'études secondaires à 20 ans? Et alors, il n'est jamais trop tard pour étudier avec un diplôme de fin d'études. Vous pourriez même envisager d'aller à l'école de droit. École de droit, l'idée me semblait absurde à l'époque. Une fille pauvre, fille d'un ouvrier mort, victime d'abus sexuels, allant à l'école de droit, ça n'existait pas dans mon monde. Mais la graine était plantée. Je commençais mes études pour le diplôme en mars 1973, étudiant la nuit après le travail. C'était dur. Je travaillais de 8 à 17 heures au bureau, puis courais à l'école de 19 à 22 heures. Ma jambe faisait beaucoup mal à la fin de la journée, mais mon esprit était plus actif que jamais. Je découvrais que j'aimais étudier, que j'avais une facilité pour apprendre. Tu es différente, commentait ma mère quelques mois plus tard, plus déterminée. Déterminée était le bon mot. Pour la première fois de ma vie, j'avais des objectifs clairs. Je voulais obtenir mon diplôme et je voulais comprendre le droit en profondeur. Je voulais utiliser mes connaissances pour aider d'autres femmes. En 1974, quelque chose se passait qui changeait complètement ma perspective sur l'avenir. Une cliente venait au bureau dans une situation qui me faisait revivre mes propres traumatismes. Elle s'appelait Sandrine, elle avait 18 ans et était abusée par son patron dans le magasin où elle travaillait. L'histoire était effrayante de similitude avec la mienne. Il a dit que si je parle à quelqu'un, il répondra que je suis une traînée, me disait-elle, pleurant. Ma famille a besoin de mon salaire. C'était comme regarder dans un miroir du passé, la même manipulation, la même peur, le même sentiment d'être piégée. Sandrine, disais-je, prenant sa main, je sais exactement ce que tu traverses et je sais que ça semble impossible de sortir de cette situation, mais c'est possible.
Je lui racontais mon histoire. Je voyais ses yeux se remplir d'espoir, tandis qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un était passé par le même enfer et avait réussi à en sortir. Penses-tu vraiment que je peux gagner? J'en suis sûre. Et je vais t'aider. Le cas de Sandrine était mon premier en tant qu'assistante principale. Monsieur Vignon me donnait une liberté totale pour mener l'enquête, collecter des témoignages, préparer la stratégie. Nous découvrions que son patron avait le même modèle que Monsieur Valéry. D'autres employés avaient été victimes, mais toutes avaient peur de parler. J'utilisais la même tactique qui avait fonctionné dans mon cas, réunir les victimes, leur montrer qu'elles n'étaient pas seules, de construire un dossier solide basé sur le modèle de comportement. En 6 mois, nous obtenions non seulement la condamnation de l'agresseur, mais aussi un règlement financier qui permettait à Sandrine de déménager dans une autre ville et de recommencer. Merci, me disait-elle le jour de la sentence. Tu m'as sauvée. À ce moment, je comprenais quel était mon véritable but dans la vie. C'était pas seulement de survivre à mes traumatismes, c'était de les transformer en un outil de libération pour d'autres femmes. Je terminai mon diplôme en décembre 1974 avec d'excellentes notes. Monsieur Vignon organisait une petite fête au bureau pour célébrer. Maintenant vient la partie sérieuse, disait-il, l'examen d'entrée à l'école de droit. L'examen d'entrée de 1975 était l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. Moi, à 22 ans, en compétition avec des jeunes de la classe moyenne qui avaient accès à des cours préparatoires coûteux, des écoles privées, des bibliothèques à la maison. J'étudiais comme je n'avais jamais étudié auparavant. Je me levais à 5 heures du matin pour réviser les matières avant le travail. À l'heure du déjeuner, au lieu de manger, je lisais la nuit. Après le dîner, j'étudiais jusqu'à minuit. Ma mère s'inquiétait de mon obsession pour les études. Ma chérie, tu vas tomber malade comme ça. Maman, c'est ma seule chance. Si je ne réussis pas cette année, je n'aurai peut-être jamais le courage de réessayer. Le jour de l'examen venait en décembre 1975. Je me souviens de chaque détail de ce matin. La nervosité, les mains moites, le sentiment que tout mon avenir dépendait de ces quelques heures. L'examen était difficile, mais je sentais que j'avais bien fait, surtout à la dissertation, où je pouvais parler de justice sociale et des droits des femmes, des sujets que je connaissais non seulement en théorie, mais en pratique. Le résultat sortait en février 1966. Quand je voyais mon nom sur la liste des admis, je commençais à pleurer là. Devant l'université, j'avais réussi, une fille pauvre, victime d'abus, boitant d'une jambe, avait passé l'examen d'entrée pour le droit à l'une des meilleures universités de Bretagne. Félicitations, disait un camarade admis, tu as dû beaucoup étudier. S'il savait seulement que j'avais étudié non seulement des livres, mais la vie, que mon éducation avait commencé dans cette salle de torture de Monsieur Valéry, continuait dans les audiences du tribunal et maintenant, enfin, atteignait l'université. Le premier jour de cours était en mars 1966,
quand j'entrais dans cette salle pleine de jeunes de la classe moyenne, tous bien habillés, tous confiants. Je sentais que je n'avais pas ma place dans cet endroit. Tu vas vraiment étudier le droit, demander un camarade, regardant mes vêtements simples. Je pensais que tu étais femme de ménage. La remarque me faisait mal, mais me motivait aussi. J'allais prouver que j'avais autant ma place là-dedans que n'importe lequel d'entre eux. L'université était un défi constant. Beaucoup de professeurs avaient des préjugés contre les étudiants plus âgés, surtout les femmes. Certains camarades me voyaient comme une curiosité, la fille pauvre qui avait eu la chance d'entrer, mais j'avais un avantage qu'ils n'avaient pas l'expérience réelle. Quand nous étudions le droit pénal, je savais en pratique comment fonctionnait un tribunal quand nous voyons le droit du travail. J'avais vécu dans ma propre peau les relations de pouvoir abusives. Votre participation en classe est toujours très riche, disait le professeur de droit civil. Vous apportez une perspective différente, à perspective différente. C'était une manière polie de dire que j'avais appris le droit dans la vraie vie avant de l'apprendre dans les livres. Pendant les 5 ans d'université, je continuais à travailler avec Monsieur Vignon. C'était dur, cours le matin, travail. L'après-midi, études le soir, mais chaque semestre qui passait, je sentais que j'étais plus proche de mon objectif en 1978, en 3e année. Quelque chose se passait qui me marquait profondément. Une professeure de droit des femmes, une matière facultative que peu d'étudiants prenaient, m'appelait pour parler. Dorothée, j'ai entendu parler de votre histoire, de votre lutte. Avez-vous déjà pensé à vous spécialiser dans les droits des femmes? Comment ça, madame? La France change, les femmes gagnent plus d'espace, plus de droits. Nous aurons besoin d'avocates qui comprennent ces questions non seulement théoriquement, mais par l'expérience. La suggestion plantait une graine. Je commençais à étudier plus profondément les droits des femmes, la législation du travail, les cas de discrimination et de violence. Je découvrais que ce qui m'était arrivait à des milliers de femmes à travers la France. Et très peu avaient le courage ou les conditions de se battre pour leurs droits. En 1979, j'écrivais ma thèse sur le harcèlement sexuel au travail, une analyse juridique et sociale. J'utilisais mon propre cas comme étude principale, analysant à la fois les aspects juridiques et sociaux du problème. Ce travail pourrait devenir un livre, disait mon conseiller. Il est pionnier en France. Pionnier, un mot qui commençait à définir ma trajectoire. Je terminais mes études en décembre 1980, à 27 ans, lors de la remise des diplômes. Quand je montais sur scène pour recevoir mon diplôme, je voyais ma mère dans le public pleurant de fierté. Je pensais à tout ce que j'avais traversé pour arriver là, la fille effrayée qui avait été abusée et presque tuée à 18 ans, était maintenant docteur Dorothée, une avocate diplômée spécialisée dans les droits des femmes. Et maintenant, demandait Monsieur Vignon après la cérémonie, maintenant, je vais ouvrir mon propre cabinet, spécialisé dans les cas
que personne ne veut prendre les femmes pauvres, les victimes de violences, les travailleurs exploités. Ce sera difficile de gagner de l'argent comme ça. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. En janvier 1981, je louais une petite salle au centre de Nantes et mettais une pancarte sur la porte. Docteur Dorothée Rousseau, droit du peuple, droit du peuple. C'est ainsi que je définissais mon travail, le droit pour les gens, pour ceux qui n'avaient pas de voix, pour ceux qui avaient toujours été oubliés par le système. Les premiers mois, j'avais à peine des clients. Beaucoup de gens se méfiaient d'une avocate, si jeune, surtout une femme, surtout avec mon histoire, mais progressivement, le travail commençait à apparaître. D'abord, c'était des femmes envoyées par Monsieur Vignon, puis elles commençaient à venir seules, des victimes qui avaient entendu parler de l'avocate qui comprenait leurs souffrances. En 2 ans, mon cabinet était toujours plein des cas de harcèlement sexuel, de violences domestiques, de discrimination au travail, d'obligations alimentaires. Chaque cas était une bataille, chaque victoire était une petite révolution. Tu changes la ville, disait Colette, qui était devenue ma secrétaire. Les femmes n'ont plus peur de dénoncer. Changer la ville, c'était peut être une exagération, mais je sentais que je plantais des graines de transformation. En 1983, je recevais une invitation qui changerait à nouveau la direction de ma vie. La région de Bretagne créait la première permanence spécialisée pour les femmes dans l'État et il voulait que je participe au projet en tant que consultante. C'est une opportunité d'impacter des milliers de femmes, expliquer la coordinatrice du projet. Votre expérience serait fondamentale. J'acceptais le défi. Pendant 6 mois, je voyageais à travers la région, formant des agents, formant le personnel, créant des protocoles de service. C'était gratifiant de voir que ma lutte individuelle était devenue une politique publique, que d'autres femmes auraient accès à un service digne, respectueux, efficace. Mais le travail le plus important était encore à venir. En 1984, je décidai d'écrire un livre racontant toute mon histoire. Pourquoi maintenant? Demandait ma mère. Parce que d'autres filles doivent savoir que c'est possible, qu'on peut transformer la douleur en but, le traumatisme en force. Le livre prenait 2 ans à terminer. De la traumatisme à la transformation. Un voyage de survie et de victoire était publié en 1986 et causait un impact national. Votre histoire est inspirante, disait une journaliste d'un magazine national. Elle montre qu'il est possible de surmonter n'importe quelle adversité. Surmonter l'adversité, oui, c'était possible, mais plus que ça, il était possible de transformer l'adversité en carburant pour le changement social. Le livre m'apportait une reconnaissance nationale. Je commençais à donner des conférences à travers le pays, à participer à des émissions de télévision, à être consultée par des journalistes, mais plus important encore, des femmes de tous les coins de France commençaient à me chercher des lettres, des appels téléphoniques,
des gens qui voyageaient des heures pour me rencontrer. Votre histoire m'a donné du courage, disait-elle, toute. Si vous avez pu le faire, je peux le faire aussi. Et elle le pouvait, ces femmes surmontaient leur traumatisme, construisaient de nouvelles vies, se transformaient de victimes en protagonistes. En 1987, à 34 ans, je regardais en arrière et voyais le chemin qui j'avais parcouru de la fille brisée de 18 ans à l'avocate respectée nationalement, du traumatisme à la transformation. Mais savez que mon voyage ne faisait que commencer. J'avais encore beaucoup à faire, beaucoup de femmes à aider, beaucoup de batailles à gagner. Et plus important encore, j'avais découvert que ma plus grande victoire n'était pas d'avoir survécu aux abus, c'était d'avoir transformé cette survie en un outil de libération pour d'autres. Ma jambe droite faisait encore mal les jours froids, me rappelant d'où tout avait commencé. Moi, cette douleur avait une signification différente. Ce n'était plus un symbole de traumatisme, mais de transformation, de victoire. Mes chers,